OK, alors bonjour tout le monde. On est le cours 9. On va faire les titres convertibles. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Je le trouve intéressant, mais je trouve ça douteux que vous allez travailler là-dessus en comptabilité, à moins que vous êtes spécialisé dans des titres convertibles. Donc, quand on parle de titres convertibles, on va regarder trois types. On va regarder les warrants, les droits de souscription, les bons de souscription et les obligations convertibles. Alors, ce que c'est un warrant, si vous avez fait Finance 1 avec moi, on a fait les options d'achat, les calls. C'est comme une option d'achat. La seule différence, c'est que la compagnie émet le warrant et quand le warrant est exercé, on crée une nouvelle action. Alors, il y a un effet de dilution. Pour tous les titres convertibles, il y a un effet de dilution. Pour un bon de souscription, ça voudrait dire que si tu as des actions dans la compagnie et la compagnie elle veut faire un nouveau projet, au lieu d'émettre des nouvelles actions, elle va aller voir les actionnaires existants et vont leur dire, écoutez, vous avez le droit d'investir dans ce nouveau projet si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, vous avez le droit de prendre votre bon de souscription et de le vendre à quelqu'un d'autre. Alors, ça pourrait agir comme un dividende. Et finalement, les obligations convertibles, ça veut dire de la dette. Alors, si on emprunte de l'argent, supposons qu'une compagnie emprunte de l'argent à du 4 supposons qu'elle a un titre avec une clause de convertibilité. Alors, imaginez Microsoft dans les années 1980. Alors, Microsoft n'était pas encore une compagnie publique. Alors, tu prêtes de l'argent à la compagnie avec un taux d'intérêt de peut-être 8 C'est pas mal risqué, les années 80, 8 Mais Microsoft dit, écoute, si tu me donnes du 7 je vais te donner une option où est-ce que tu pourrais convertir la dette en actions ordinaires. Alors, tu convertis, alors tu vas tout simplement convertir. Donc, le minimum que tu vas recevoir, c'est du 7 mais si jamais Microsoft, ça fait fortune, bien, écoute, tu peux convertir ça en actions et te faire fortune avec la compagnie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais honnêtement, j'ai souvent vu des obligations convertibles. Je n'ai jamais acheté des warrants. Pour avoir des warrants, généralement, c'est qu'est-ce qui est remis à des exécutifs de la compagnie. Alors, moi, je n'ai jamais eu des warrants et je n'ai jamais eu des titres avec des droits de souscription. Donc, quand on parle d'un titre, quand une compagnie elle s'offre à la bourse. Alors, si on parle de Microsoft, alors Microsoft, c'était en 1986, si je ne me trompe pas, avec un titre de 28 $. Il y a eu des splits depuis. Alors, si on regarde Microsoft, alors Microsoft, en 1986, si je ne me trompe pas, c'est ça, en 1986, alors il y a eu des splits, alors on ne connaît plus le prix, le prix de Microsoft, mais vers 1986, on a émis Microsoft à 28 $. Donc, il y a eu des splits des 2 pour 1. Ça veut dire que si tu avais une action en 1987, aujourd'hui, tu as une action, demain, tu vas avoir 2 actions à la moitié du prix. Il y a un autre split 2 pour 1, 3 pour 2. Ça veut dire que si tu as 2 actions, demain, tu vas en avoir une troisième, alors à 67 du prix. Alors, il n'y a pas d'effet de dilution avec des splits. La valeur marchande des titres demeure inchangée, sauf que tu as 2 fois le nombre de titres au moitié du prix. Maintenant, en parlant de ça, tu as une compagnie qui s'appelle Berkshire Hathaway. Alors, si jamais vous avez des titres de Berkshire Hathaway, bravo, je ne sais pas ce que vous faites dans mon cours, il y a une raison pour ça, vous allez voir dans une seconde. C'est qu'un titre coûte 340 000 $. Et Berkshire Hathaway, c'est une compagnie qui ne veut pas faire des splits. Et la raison, c'est que quand tu fais des splits, supposons que tu faisais un split 1000 pour 1. Alors, une action aujourd'hui pour 340 000, tu aurais 1000 actions à 340 $ demain. À 340 $, il y a des investisseurs qui rentrent, qui vont acheter ça. Ils ont peut-être un horizon temporel court terme. Puis Berkshire Hathaway, le dirigeant s'appelle Warren Buffett. Lui, son investissement, c'est pour les 25 prochaines années. Alors, lui, il a déjà dit, il s'en fiche du prochain quart fiscal, c'est le prochain quart de siècle qui lui intéresse. À noter, le gars, il a 90 ans.
Alors, Warren Buffett, c'est un des hommes les plus riches au monde, puis justement, lui, ne veut pas faire des splits. Mais normalement, on va faire des splits si on revient à Microsoft. Alors, Microsoft a eu plusieurs splits, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Microsoft est à 212 $. Tu peux t'attendre à un split dans les prochaines années. Alors, peut-être du 4 pour 1. Alors, si tu as une action à 212 $ et c'est du 4 pour 1, tu aurais 4 actions à 53 $. Donc, en 1986, Microsoft avait fait ce qu'on appelle un IPO, Initial Public Offering. C'est un premier appel public à des titres. Alors, tu vends N titres au prix P et la compagnie reçoit ce montant et c'est rentré dans la colonne fonds propres de la compagnie. Et si tu regardes dans les états financiers de Microsoft, alors, si tu regardes dans le balance sheet, tu vas avoir une ligne qui s'appelle Common Shares, Common Stock Equity. Alors, tous les investissements qui ont été, toutes les fois qu'on a investi dans la compagnie, qu'on a émis des titres, alors ça a augmenté. Je ne comprends pas pourquoi ça a augmenté. Pour une compagnie comme Microsoft, ce serait intéressant de regarder ça. Alors, peut-être que je vais mettre ça à l'examen final de mon groupe financeur. À chaque fois que tu émets des titres, dans la ligne fonds propres, la valeur Olive, c'est la valeur que tu as vendue pour ces titres. Par la suite, Microsoft se transige à la bourse et depuis 1986, il y a eu des splits, il y a eu des dividendes et aujourd'hui, le prix d'une action vaut 212 $. Ce 212 $, il n'y a rien à voir avec la valeur Olive. Ils sont corrélés, oui, mais la valeur Olive, c'est la valeur comptable. Alors, à chaque fois que tu émets des titres, la première fois que tu émets des titres, c'est un Initial Public Offering et des fois, c'est bien vu. Mais par contre, le monde de comptabilité, le monde de finance ont tendance à dire, écoute, tu vas juste émettre des titres si c'est à ton avantage. Alors, si tu regardes Facebook en 2012, ils ont émis des titres. Mais Facebook voulait émettre des titres en 2009, mais c'était la crise économique qui avait éclaté, donc ils ont annulé leur IPO. Ou leur discussion, ils ont arrêté de parler de ça. Puis 3 ans plus tard, quand Facebook, c'était la compagnie cool, c'est à ce moment-là qu'on a émis des titres. Alors, si toi tu es un dirigeant, quand tu émets des titres, ta compagnie, avant d'avoir émis des titres, tu ne connais pas la valeur marchande de tes titres, tu connais juste la valeur comptable, la book value. Mais maintenant que tu as émis des titres, alors si tu regardes Zuckerberg en 2012, je veux dire, Facebook avait émis 2,5 milliards de titres à 38 piastres. Et donc, la compagnie, elle avait une valeur de 100 milliards de dollars. Et Mark Zuckerberg, lui, à ce moment-là, il valait quelque chose comme 10 milliards de dollars. Donc, le titre était vendu pour 38, aujourd'hui est à 271. Ça veut dire que Zuckerberg, lui, possède quelque chose comme 100 millions de titres. Alors, 100 millions de titres, je ne connais pas le chiffre exact, il faudrait que je regarde. Ah, on l'a ici. Alors, Mark Zuckerberg, il est où? On ne l'a même pas listé. OK, mais il vaut au moins 100 milliards aujourd'hui. Alors, 107, il y a quelqu'un qui dit 107 milliards. Alors, il vaut 107 milliards, mais lui, sa valeur, c'est 107 milliards en titres de Facebook. Alors, si tu fais 107 milliards divisé par 271, tu aurais le nombre de titres que lui possède. Donc, en 2012, Facebook a fait son IPO et à chaque fois qu'une compagnie a fait une émission de titres, on appelle ça un Seasoned Equity Offering. Donc, un IPO, des fois, c'est bien vu, des fois, c'est mal vu. Mais généralement, tu vas émettre des titres quand c'est à ton avantage. La toute première fois. Alors, tu liquifies ton portefeuille. Alors, Zuckerberg, maintenant, il vaut 10 milliards de dollars. Tu le savais en 2012, mais la veille de 2012, il ne savait pas c'était quoi sa valeur. Par contre, un Seasoned Equity Offering, c'est très mal vu par le marché. Parce que regarde ça. Imagine que tu as un bon projet. Ton projet, il va faire des profits. Tu ne veux pas partager ça avec des nouveaux actionnaires. Tu veux garder tous les profits puis garder ça pour les actionnaires existants. Si tu partages ça avec d'autres actionnaires, tu es en train de signaler au marché que ton projet n'est pas si bon que ça. Parce que s'il était bon, tu ne voudrais pas le partager. Tu voudrais payer ça cash en empruntant de la dette, en réinvestissant des profits. Donc, un Seasoned Equity Offering, c'est généralement mal vu par le marché. Et en plus, quand tu émets des titres, toutes les actions existantes sont maintenant diluées. Alors, imagine qu'il y a 2,5 milliards de titres de Facebook.
Si tu émets un autre 2,5 milliards de titres, tu en as maintenant 5 milliards. Alors, si tu possédais 10 avant, tu possèdes juste 5 après parce qu'il y a 2 fois plus de titres. Alors, il y a un effet de dilution et cet effet de dilution, on va regarder ça à travers tout le cours aujourd'hui parce que les titres convertibles vont diluer la base des actionnaires existants. Les actionnaires existants. Alors, un rights issue, c'est des droits de souscription en français. Un rights issue, qu'est-ce que tu fais? C'est que les actionnaires existants, tu as un nouveau projet, au lieu de faire un seasoned equity offering ou de faire un appel à de la dette, peut-être tu vas quand même faire un appel à de la dette, mais tu vas aller voir les actionnaires existants. Tu vas leur demander, écoutez, aujourd'hui, Facebook est à 270 $. On a un nouveau projet. Et si tu veux investir dans ce projet, on va te vendre une nouvelle action de Facebook à 200 $. Donc, tu as tendance à dire, waouh, je vais avoir une aubaine. Écoute, il n'y a aucune valeur qui est créée avec la structure capitale. C'est le projet qui va déterminer s'il y a de la valeur qui est ajoutée. Donc, tu vas voir les actionnaires existants et tu te dis, écoute, pour le nouveau projet, on a besoin d'argent, alors tu as le droit pour chaque action que tu as le droit d'acheter un certain nombre de nouvelles actions à 200 $. Supposons que c'est du 1 pour 1. Si par contre, tu n'es pas intéressé dans le nouveau projet, tu as le droit de vendre ton droit à quelqu'un d'autre. Alors, ça agit comme un dividende, mais il y a un traitement fiscal qui va être différent. Un dividende est traité au taux de dividende et un droit qui est vendu, c'est généralement perçu comme un remboursement de capital. Donc, souvent, il n'y a aucune taxe qui est payée dessus. Alors, tu as le droit de revendre ton droit. Alors, excuse-moi, je me trompe ici. Alors, je suis en train de parler des bons de souscription. Ici, je regarde au warrant. Alors, un rights issue, c'est comme une option d'achat. Excusez-moi, oubliez tout ce que j'ai dit. J'ai confondu le bon de souscription avec le rights issue. Le bon et le droit, je l'ai confondu. C'est le même principe, mais un warrant, en finance 1, on a vu des calls. Donc, si je regarde Scotiabank, j'ai 3000 calls sur Scotiabank en ce moment. Et je connais une très belle journée avec Scotiabank. Alors, j'ai des calls à 60, à 62 et à 64 $. J'en ai 1000 pour chacun. Donc, aujourd'hui, mes 1000 calls à 60, ils ont augmenté d'au moins. Alors, j'ai le droit d'acheter Scotiabank pour 60 $ 1000 fois, malgré le fait que le prix de Scotiabank est à 61,27. J'ai aussi le droit d'acheter 1000 actions de Scotiabank à 62, mais je ne vais pas l'exercer aujourd'hui parce que le prix du marché est inférieur à 62. De même pour 64 $. Par contre, ces options vont expirer le 15 janvier 2021. Donc, j'ai encore un autre 2 mois et demi que le prix de Scotiabank peut augmenter. Si vous regardez, Scotiabank était à 75 il y a un an. Elle a de la place pour augmenter. Donc, une option d'achat me donne le droit d'acheter, mais pas l'obligation. Un warrant, en français, c'est un droit de souscription. La terminologie française, ça me complique tout le temps. Un warrant, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai le droit d'acheter une action. Supposons que c'est un warrant sur Scotiabank à 60 $. J'ai le droit d'acheter une action à 60 $. Par contre, la différence entre le call et le warrant, quand j'achète Scotiabank avec mon call, celui qui m'a vendu le call, si j'exerce le call et je décide d'acheter Scotiabank pour 60 $, 1000 fois, celui qui m'a vendu le call pour une pièce, il est maintenant obligé de me vendre 1000 actions de Scotiabank à 60 $, malgré le fait que le prix est à 61,33. Par contre, avec un warrant, la seule personne qui peut émettre un warrant, c'est la compagnie elle-même, la seule entité. La compagnie, elle a émis un warrant. Généralement, tu donnes ça à tes dirigeants pour encourager la création de valeur. Mais si jamais tu exerces un warrant, au lieu d'acheter un titre sur le marché libre et de me la vendre pour 60, la compagnie va tout simplement créer un nouveau titre pour 60 $. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un effet de dilution. Tu émets un nouveau titre sur le marché à un prix qui est généralement inférieur au marché. Alors, tu ne vas pas exercer un warrant. Si ton warrant, si le prix de Scotiabank est à 58 puis tu avais un warrant dessus, tu ne vas pas l'exercer. Donc, il n'y a pas de nouvelles actions qui vont être créées. Mais si tu crées une nouvelle, si le prix est à 61,33, tu vas exercer ton warrant. La compagnie va te créer une nouvelle action, va te la vendre pour 60 $.
Donc, il y a 1,33 $ qui va être dilué sur toutes les actions existantes, incluant celle qui t'a été vendue. Et le prix de l'action devrait chuter de quelques cents par la suite. Pour une action, elle ne va pas chuter du tout. Mais si tu as des centaines de milliers ou des millions d'actions qui ont été créées, l'effet de dilution va faire chuter le prix de l'action. Et quand vous regardez les états financiers, souvent, vous allez voir Basic Earnings Per Share et Diluted Earnings Per Share. Donc, pour une compagnie qui a des titres convertibles, tu vas voir un effet de dilution. Alors, tu n'en as pas grand pour Scotiabank. Alors, pour Scotiabank, il n'y avait rien, mais tu sais, il y a 2 ans, tu avais un effet de dilution. Profit par action, c'était 6,90 $ il y a 2 ans, mais après l'effet de dilution, c'était 6,80 $ par action. Tous les chiffres sont en milliers. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive? Quand tu as des actions qui existent, OK? Alors, pour chaque action qui existe, alors supposons qu'on a, OK, alors ça, c'est des formules. Supposons qu'on a un nouveau projet et le projet coûte, disons, 1 million de dollars et la valeur de l'entreprise, c'est 2 millions. Tu as 2 millions d'actions existantes, tu vas en créer 1 million de nouvelles. Donc, pour les 2 millions d'actions existantes, tu vas voir les actionnaires et tu leur dis, pour chaque 2 actions que tu possèdes, tu as le droit d'acheter une action du nouveau prix du projet. Et généralement, le prix de l'action du projet va être inférieur au prix actuel. Donc, il n'y a aucune valeur qui va être créée avec la structure capitale. C'est le projet qui va déterminer s'il y a de la valeur qui est créée. Donc, le nombre de droits qu'il te faut. Alors, le nombre d'actions que tu possèdes actuellement pour acheter la nouvelle action qu'il te faudrait. Alors, tu regardes le nombre d'actions que la compagnie elle a actuellement. Supposons que c'est 2 millions et tu vas créer 1 million de nouvelles actions. Ça veut dire que pour chaque 2 actions que tu possèdes, tu as le droit d'acheter une nouvelle action du projet. Et après l'adoption du projet, tu vas avoir 3 millions d'actions en tout. Quelle est la valeur du droit? Donc, actuellement, chaque action, elle a un certain prix. Tu as un prix de souscription. Alors, dans le cas de Facebook, alors je vous ai mentionné Facebook, si je reviens à Facebook. Alors, Facebook est à 271 $. 200, OK, ça a planté de 2 $. Alors, est à 270 $. Alors, je vais voir tous les actionnaires existants et je leur offre un projet où est-ce que si tu investis dans le projet, tu peux acheter une nouvelle action de 200 $. Alors, si tu possèdes 10 actions actuelles de Facebook, tu as le droit d'acheter une nouvelle action de Facebook au prix de 200 $. Qu'est-ce qui va arriver, par contre, c'est que le prix de Facebook va venir s'ajuster en conséquence, mais il n'y a aucune valeur qui va être créée. Donc, quelle est la valeur du droit? Alors, Facebook est à 270. Tu as une nouvelle action qui est à 200 $. Alors, tu as 70 $ de dilution qui va être répartie. Dans le cas de Facebook, s'il te faut 10 actions, il va être réparti sur les 10 actions existantes, plus l'action qui va être créée. Donc, tu as 70 $ qui va être réparti sur 11 $. Donc, environ 6,30 $. Le prix de l'action va baisser d'environ 6,30 $. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le prix s'ajuste, mais tu n'as aucune valeur qui est créée ni perdue. On va voir ça avec un exemple dans une seconde. Par contre, si tu veux, tu as le droit de vendre, le droit de vendre ce droit pour 6,30 $. Alors, au lieu d'investir dans le projet, tu vends ton droit pour 6,30 $. Le prix de l'action devrait chuter de 6,30 $. Et pour toi, il n'y a aucun traitement fiscal parce que tu avais une action qui valait 270. Elle vaut maintenant 2,62,30 $. Et tu as reçu un remboursement de capital de 6,70 $, la valeur du droit. Tu as le droit de vendre ce droit pour 6,70 $. C'est comme un remboursement de capital, c'est généralement pas taxé. Alors, c'est comme un dividende si tu veux, mais il n'y a pas de taxe dessus. Et le prix par la suite, si le prix de l'action était de 270 avant, il n'y a aucune valeur qui est créée. Si le droit il vaut 6,30 $, le prix de l'action va chuter de 6,30 $. Le nouveau prix devrait être de 263,70 $. Et alors, c'est la valeur de toutes les actions après la souscription divisé par le nombre total d'actions qui existaient. Et la valeur de toutes les actions, c'est la valeur le nombre d'actions avant la souscription fois le prix.
Donc, supposons 2,5 milliards de titres de Facebook à 270 $. Tu vas créer 250 millions de nouveaux titres à 200 $. Et tu vas diviser par le nombre total des actions. Alors, tu as 2,5 millions plus 250 millions. 2,5 milliards plus 250 millions. Et ça devrait être le nouveau prix sans arbitrage de l'action. Alors, généralement, la souscription, elle est vendue à un prix inférieur au prix de l'action actuelle, qui a un effet de dilution. Alors, il y a de l'air d'avoir beaucoup de formules ici, mais vous allez voir que c'est relativement intuitif. Et je vais vous dire honnêtement, pour l'examen final, je suis très limité dans le genre de questions que je peux vous poser. Si vous remarquez, dans mes anciens examens, il y a des questions qui sont très similaires. Donc, généralement, les titres convertibles, c'est là où c'est très bien réussi par les étudiants. Alors, on va regarder. Une compagnie possède 100 actions actuellement à 400 $. Pour chaque action existante, l'investisseur a le droit d'acheter une nouvelle action pour 200 $. Donc, si tu possèdes une action aujourd'hui à 400 $, il y a un projet. Si tu es intéressé, tu peux acheter une nouvelle action pour 200 $, puis l'argent serait investi dans le projet. Ou bien donc, tu peux vendre ton right, ton droit. Alors, le prix de l'action va chuter du certain de la valeur du droit. Il n'y a aucune valeur qui va être créée. C'est le projet qui va créer de la valeur. Donc, écoute, c'est une question qui est avant l'exercice, quelle est la valeur marchande? Alors, tu as 100 actions à 400 $. La compagnie, elle vaut 400 000, 40 000, je devrais dire, avant la souscription. On a un projet. Alors, pour chacune des actions, tu peux acheter une nouvelle action. Il va y avoir 100 actions qui vont être créées à 200 $, donc 20 000 $. Après la souscription, la valeur de l'entreprise, c'est 60 000 $ répartis sur 200 actions. Donc, le titre va chuter de 400 $ à 300 $, mais il n'y a aucune destruction de valeur, il y a un effet de dilution. Et regardez ça d'une autre façon. Avant, le prix de l'action était de 400, la nouvelle action, elle est de 200 $. Donc, il y a 200 $ qui va être dilué sur toutes les actions existantes, 100, et toutes les actions qui vont être créées. Donc, tu as 200 $ qui va être dilué sur l'action existante plus l'action qui a été créée. Donc, 200 $ va être dilué sur deux actions. Donc, il y a 100 $ de dilution. Voyons voir. Alors, pour une action existante, tu as le droit d'acheter une nouvelle action au prix de souscription de 200 $. La valeur d'un droit. Avant, le prix de l'action était de 400 $. Après, le prix de l'action, le prix de souscription, c'est 200 $. Donc, tu as 200 $ de dilution. Alors, le rabais sur l'action va avoir un effet de dilution. Le 200 $ va être réparti sur l'action existante plus l'action qui a été créée. Donc, tu as 100 $ de dilution. Donc, le prix de l'action devrait aller de 400 $ à 300 $. Donc, le prix de l'action, c'est le 40 000 d'actions existantes sans action à 400 $, plus le 20 000 d'actions créées sans action à 200 $. Alors, la compagnie, elle vaut 60 000 $ et ce 60 000 est réparti sur 100 actions initiales et 100 actions créées. Alors, tu as maintenant 200 actions. 60 000 $ la compagnie, elle vaut sur 200 actions. Donc, chaque action devrait valoir 300 $. Le prix de l'action était de 400 avant. Le prix de l'action est de 300 après. Il n'y a aucune valeur qui est créée ni détruite. Donc, la valeur d'un droit est de 100 $. Donc, tu as deux choix. Tu es présenté avec ce projet de la compagnie. Tu achètes une nouvelle action pour 200 $. Tu vas avoir alors, tu as une action à 400, une nouvelle action à 200, puis tu as deux actions qui vont valoir, après la souscription, 300 $ chacune. Tu as payé 400 la première, 200 la deuxième, tu as maintenant deux titres qui valent 300. Il n'y a aucune valeur qui est créée. Ou ben non, tu possèdes une action, tu n'es pas intéressé par le projet, tu vends ton droit pour 100 $. Par la suite, tu as une action qui vaut 300 $ et 100 $ dans tes poches. Donc, on émet le titre généralement à un prix inférieur pour inciter l'achat, mais le prix de l'action devrait chuter. Donc, avant, l'action était de 400, le nouveau prix est de 200. Tu as 200 $ qui va être dilué sur le nombre d'actions existantes
plus l'action qui a été créée. Alors, tu as 200 qui va être dilué sur l'action existante plus l'action qui a été créée. Donc, tu as 200 répartis sur deux actions, 100 c'est la valeur d'un droit. Tu peux le vendre pour 100 ou donc tu peux l'exercer, acheter un titre à 200 mais il n'y a aucune valeur qui est créée ni détruite. La valeur de l'actionnaire demeure inchangée. Donc, avant, tu possèdes une action à 400 Après, une action à 300 et un droit qui vaut 100 Donc, tu avais une action qui valait 400 tu as vendu ton droit pour 100 le lendemain, l'action elle a chuté à 300 aucune valeur qui est détruite ni créée. Ou ben donc, tu as une action qui est à 400 tu peux payer la nouvelle action pour 200 alors ton investissement total est 600 pour deux actions. Et le lendemain, le prix de l'action devrait être à 300 Donc, il n'y a aucune valeur qui est créée ni détruite. Si tu vends ton droit, c'est généralement, je pense qu'au Québec, au Canada et aux États-Unis, perçu comme un remboursement de capital et non un dividende. Donc, généralement, ce 100 n'est pas taxé. Donc, un exemple. J'ai une compagnie qui possède 2 millions d'actions cotées à la bourse à 150 Donc, la valeur de la compagnie, elle est de 300 000 J'ai un projet qui vaut 20 millions. 300 millions de dollars, c'est la valeur de la compagnie. J'ai un projet qui vaut 20 millions. Et je vais faire ça en vendant des droits de souscription par l'entreprise de droits de souscription, par un rights issue à 100 Donc, j'ai 20 000 en émettant des actions à 100 pour les actionnaires existants. Donc, 20 millions sur 100 je vais émettre 200 000 nouveaux titres. Alors, combien de droits sont requis? Alors, combien d'actions est-ce que je dois posséder pour acheter une nouvelle action? 2, quelle est la valeur d'un droit si je la vends? Pardon? Et finalement, quelle est la valeur marchande de l'action après la souscription? Alors, dans le prix sans arbitrage, c'est-à-dire si notre modèle fonctionne. Donc, OK, alors c'était des questions qui sont faciles. J'ai 2 millions de titres qui sont cotés à 150 donc la valeur de l'entreprise, elle est avant, elle vaut 300 millions de dollars. Donc, la market cap, la valeur marchande des actions. J'ai 2 millions de titres à 150 donc la valeur des titres, c'est 300 millions. J'ai un projet, j'ai besoin de 20 millions de dollars, donc la valeur du projet, c'est 20 millions. Après la souscription, je vais avoir une compagnie qui vaut 320 millions. Mais ce 320 millions va être réparti sur ces 2 millions d'actions, plus toutes les actions qui vont être créées par la souscription. Rights issue. Souscription, ça veut dire rights issue. Donc, je vends des titres, alors un Seasoned Equity Offering, un rights issue de 20 millions, par des actions à 100 ça voudrait dire que j'ai besoin de vendre 200 000 nouveaux titres. Donc, j'ai 20 millions, le projet vaut 20 millions, j'ai 100 par titre, j'ai besoin de 200 000 nouvelles actions. Il existe actuellement, je vais vous laisser écrire, il existe actuellement 2 millions de titres. J'ai besoin d'en créer 200 000 nouveaux, ce qui voudrait dire que tu as besoin de 10 actions qui vaut 150 pour en acheter une nouvelle à 100 Donc, le nombre de droits ou le nombre d'actions qui sont requis, c'est 10. J'ai déjà posé une question piège. Alors, si je possède une action, j'ai le droit d'acheter combien de nouvelles actions? Et la réponse était 1/10. Alors, s'il faut 10 actions pour acheter une nouvelle, si j'ai une action, je peux acheter 1/10 d'une nouvelle action. Je pense que c'est dans les exercices. Alors, juste pour vous dire, il y a un guet-apens dans les exercices. Encore une fois, pour les exercices, je suis très généreux. J'aimerais ça que vous obteniez tous 10 sur 10 pour les exercices, mais si vous perdez un point aux exos, vous allez vous en souvenir. Donc, vous n'allez pas faire l'erreur à l'examen. Donc, il me faut 10 actions existantes pour en acheter une nouvelle à 100 Donc, il y en a 2 millions qui existent. Je vais en créer 200 000 nouvelles. J'en ai besoin de 10 pour en acheter une au prix de souscription de 100 Donc,
Avant, le prix d'une action était de 150 $. Après le prix de l'action, la souscription, le prix de l'action est de 100 $. Il y a un rabais de 50 $ là, un effet de dilution qui va être réparti sur les 10 actions qu'il te fallait pour la souscription, plus la nouvelle action qui va être créée. Donc, le 50 $ va être réparti sur 11 titres. Et donc, la valeur du droit, ça va être 50 divisé par 11, alors environ 4,50 $. Donc, ce serait la valeur du droit. Tu as le droit de le vendre ou de l'exercer. Il n'y a aucune valeur qui est créée ni détruite. Donc, il existe 2 millions d'actions. On va en créer 200 000 nouvelles. Il va y avoir 2,2 millions de titres maintenant qui existent sur le marché. La valeur totale de ces titres, c'est le 300 millions de la compagnie, plus le 20 millions du projet. Alors, 320 millions va être réparti sur 2,2 millions de titres. Et ça va nous donner le nouveau prix. Avant, le prix était de 150. Après, le prix, on va l'avoir. Et la différence, c'est la valeur du droit. Donc, il faut 10 actions pour avoir le droit d'en acheter une nouvelle. Si je possède 100 actions, je peux en acheter 10. Si je possède 2000 actions, je peux en acheter 200. Donc, en français, je confonds tout le temps droit et warrant. Droit et bon de souscription. Alors, rights issue et warrant, en anglais, je connais la différence. Un warrant, c'est comme un call. Alors, je connais les warrants assez bien. Je n'ai jamais acheté une action avec un rights issue. C'est généralement, je veux dire honnêtement, ça arrive souvent pour des compagnies qui ne sont pas publiques. Alors, des compagnies qui ne sont pas transigées à la bourse, ça arrive souvent. J'ai rarement vu ça. OK, alors 10 droits requis pour acheter une action. 10 actions existantes, si tu en possèdes 10, tu peux en acheter une nouvelle. Donc, si tu en as 2000, tu peux en acheter 200. Si tu en as 10 000, tu peux en acheter 1000 au prix de souscription. Et alors, ce que je disais, la souscription, c'est rare. C'est rare que j'ai vu ça pour des compagnies publiques. On préfère des SEO, on préfère emprunter des titres convertibles, des obligations convertibles. C'est rare, c'est très rare vraiment que j'ai vu des rights issue avec des compagnies publiques. Mais pensez comme quelqu'un qui possède, qui est partner dans une entreprise, puis il y a un nouveau projet, peut-être que le partner il aurait le droit de refuser le nouveau projet, il pourrait vendre il pourrait vendre ses droits. Alors, dans des entreprises qui sont privées, des partnerships, c'est beaucoup plus commun. OK. Quelle est la valeur du droit? C'est une question. Toutes les compagnies de cannabis. Ah, OK, ben merci Sarabjit. Écoute, je vais regarder ça. Apparemment, les compagnies de cannabis utilisent ça. Écoute, je vais te dire honnêtement, je ne connais pas rien du cannabis, ni comme produit, ni comme compagnie. Mais c'est intéressant. Peut-être pour mon cours financier, je vais regarder une compagnie de cannabis. Je vais apprendre beaucoup, mais euh, je ne peux pas t'en dire davantage. C'est vraiment pas mon domaine. Je ne bois même pas de l'alcool, alors je ne connais rien là-dessus. Mais oui, des compagnies de cannabis, ça aurait de l'allure parce que c'est des petites compagnies, puis des petites compagnies qui sont en expansion. Peut-être qu'il y a des projets que du monde ne sont pas intéressés en ce moment. OK, alors la valeur d'un droit. Avant, le prix de l'action était de 150 $. La souscription est de 100 $. Donc, tu as 50 $ qui va être dilué sur les 10 actions qu'il te fallait pour l'acheter, plus celle qui a été créée. Donc, le prix de l'action devrait chuter de 4,55 $. Si tu veux acheter l'action pour 100 $, tu vas avoir le prix de l'action qui va s'ajuster en conséquence. Ou ben donc, pour chaque action que tu possèdes, tu peux vendre un droit à 4,55 $. Donc, si tu possèdes 10 titres, tu peux acheter une action pour 100 $, ou ben donc, tu peux vendre tes 10 droits pour 4,55 $ chacun. Il n'y a aucune valeur qui est créée sur la structure capitale. Donc, le prix de l'action devrait chuter de 4,55 $. Mais une autre façon de le voir, la valeur de l'entreprise, c'était 300 millions avant le projet et le projet, il vaut 20 millions. Donc, la valeur de l'entreprise, c'est 320 millions de dollars, qui est répartie sur les 20 millions, sur les 2 millions d'actions existantes, plus les 200 000 nouvelles actions. Alors, tu as 2,2 millions de titres
Et donc, le prix de l'action s'ajuste à 145,45. Le prix était à 150, il chute à 145,45. Il n'y a aucune valeur qui est détruite par contre, parce que tu as des droits qui peuvent être vendus pour 4,55 ou exercés pour acheter un titre à un prix réduit. Généralement, des rabais de 50 des rabais de 35 c'est rare. C'est généralement quelques dollars. Donc, quelle est la valeur d'un placement d'un investisseur qui possède 100 actions achetées à 150 s'il décide d'exercer ses droits ou de vendre ses droits? Alors, on va regarder c'est quoi les cash flows du point de vue d'un investisseur. Donc, si tu exerces tes droits, alors supposons que j'ai 100 actions avant, la valeur de mon investissement, c'est 15 000 J'ai acheté 100 actions à 150 la valeur de mon placement, c'est 15 000 je vais exercer mes droits. J'ai 100 actions, il me faut 10 actions pour acheter une nouvelle action et donc, j'ai le droit d'acheter 10 nouvelles actions au prix de 100 Donc, j'achète 10 nouvelles actions au prix de 100 pour 1000 de ma poche. J'ai maintenant 110 actions et la valeur de ces actions va être de 145,45, ou donc 16 000 Donc, j'ai un investissement total de 16 000 le jour de la souscription. 100 actions payées à 150 et avec les 100 actions, j'ai le droit d'en acheter 10 nouvelles à 100 Donc, 15 000 avant, un investissement de 1 000 par la suite. J'ai investi 16 000 Le lendemain, j'ai 110 actions au nouveau prix de 145,45 $. Et donc, la valeur de mes actions est de 16 000. Je n'ai pas créé de la valeur, je n'ai pas détruit de la valeur. Regardons par contre si on décide de vendre nos droits. Si je vends mes droits avant, j'ai toujours mon investissement initial de 15 000 Et c'est ça, je vais vendre mes droits. Alors, par la suite, alors si avant, j'ai investi 15 000 j'ai 100 actions à 150 à la place, je décide de vendre 100 droits à 4,54 $. Alors, je vais recevoir 454 $. Et mes 100 actions vont valoir 145,45. Donc, avant, j'avais 15 000 Par la suite, je vais avoir moins que 15 000 mais la différence va être versée en capital, un remboursement de capital. Donc, après, j'ai mes 100 actions qui ont maintenant un prix de 145,45, donc 14 545. Mais par contre, j'ai vendu 100 droits à 4,55 $, 100 droits vendus à 4,55 $, 455. Après, j'ai quand même 15 000. Donc, avant la souscription, j'avais 15 000. Je ne suis pas intéressé au projet. Par la suite, j'ai un portefeuille qui vaut toujours 15 000 mais le prix de l'action, elle a chuté, mais la différence, elle a été versée sous forme de remboursement de capital. Sarabjit, ta question, on va voir ça dans un instant. Donc, aucune valeur qui est créée, aucune valeur qui est détruite. Mais par contre, l'effet de dilution, tu avais une action qui valait 150 $ avant, après, le prix, elle a baissé à 145,45. Donc, ceux qui sont intéressés par le projet vont investir davantage. Ceux qui ne sont pas intéressés par le projet vont retirer de l'argent. Mais il n'y a aucune valeur qui va être créée par la souscription tant telle. Maintenant, un warrant. OK, alors en anglais, warrant puis rights issue, je vois la différence. Je me confonds tout le temps entre droit de souscription puis bon de souscription. Alors, un warrant, je vais utiliser le terme anglais, c'est comme un call. Alors, un call, si on revient bien sûr à Scotiabank. Alors, un call, j'ai 1000 calls de Scotiabank avec un prix de 60 $. Alors, ça continue d'augmenter. Alors, c'est bon pour moi aujourd'hui. Alors, si tu regardes Scotiabank, vendredi passé, Scotiabank était à 56. J'avais le droit d'acheter Scotiabank à 60 entre aujourd'hui et le 15 janvier.
Alors, celui qui m'a vendu ça, il m'a vendu ça il y a quelques mois. Il m'a vendu ça quand le prix était à 58. Le prix, elle a planté par la suite. Alors, j'ai acheté l'option pour 1 $. Le prix a planté, donc vendredi passé, le prix d'une option était d'environ 20 sous. Alors, tu sais, la possibilité que l'option soit exercée, elle était pas mal basse. Ensuite, deux bonnes nouvelles. Biden, vaccin. Il y a peut-être une autre bonne nouvelle qui va arriver le 1er décembre, alors quand on fait nos earnings. Alors, une autre bonne nouvelle qui va peut-être sortir, surtout avec COVID. Alors, on regarde les profits de la compagnie. Alors, on a manqué les profits le trimestre passé. On espère qu'il va être battu le prochain trimestre. Ce qui fait en sorte qu'on a des bonnes nouvelles, le prix de l'action a tendance à augmenter. Donc, aujourd'hui, par contre, j'ai le droit d'acheter 1000 actions de Scotiabank à 60 $ ou entre aujourd'hui et le 15 janvier, j'ai le droit d'acheter 1000 actions de Scotiabank pour 60 $, malgré le fait que le prix est de 61,44 $. Donc, la valeur de chaque option est de 1,44 $. Par contre, le prix de vente est aux alentours de 2 $. Pourquoi? Il y a tout un potentiel que ça continue à la hausse. Alors, celui qui m'a vendu le call pour 1$, il est tenu de trouver des actions à 60 $ et de me les vendre. Par contre, supposons que moi, je suis un gros dirigeant chez Scotiabank. Au lieu d'avoir 1000 options, dans ma compensation, on m'a donné 1000 warrants. Alors, si on remonte il y a 6 mois, quand le prix de l'action était à 58, on m'offre dans mon package de ma compensation 1000 warrants avant le 1er janvier. Alors, c'est à mon avantage de créer de la valeur pour l'entreprise pour que le prix de l'action augmente en haut de 60 $. Maintenant, vendredi passé, si je possède un warrant, tout comme quelqu'un qui possède un call, il n'est pas si heureux parce que, je veux dire, en dessous de 60 $, le warrant n'a pas de valeur. Par contre, aujourd'hui, on est pas mal heureux. Hier et aujourd'hui, on est pas mal heureux. Ça a été de 56 à 61. Et donc, on est bien heureux. Nos warrants ont de la valeur. Par contre, le warrant a été émis par le conseil d'administration, le Board of Directors. Ça faisait partie de ma compensation. Alors, au lieu de trouver une action existante et de me la vendre pour 60$, qu'est-ce que la compagnie va faire? Elle va tout simplement créer une nouvelle action à 60 $ et de me la vendre pour 60 $. Donc, il va y avoir un effet de dilution. Deux petites notes là-dessus. Un, quand j'ai dit que le dirigeant il était encouragé de faire augmenter le prix de créer de la valeur pour l'entreprise, écoute, la réalité, c'est que si tu regardes Enron, PG&E, Tyco, Lucent, Krispy Kreme, toutes ces compagnies qui avaient des warrants dans leur compensation, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui était plus logique? Au lieu de créer de la valeur, on manipulait le prix de l'action. Donc, on faisait des shenanigans. On déclarait des profits qui étaient futurs ou des profits qui étaient non existantes. On déclarait des pertes, on ne les déclarait pas, on les gardait sur nos états financiers. Alors, quand ça crachait fort. Même Xerox, la compagnie qui faisait les photocopieuses, les imprimantes, Xerox, elle faisait des shenanigans. Alors, on manipulait le chiffre, le prix de l'action. Deuxième petite note, une compagnie qui a un effet de dilution, les investisseurs détestent ça parce qu'ils savent que le monde manipule le prix de l'action. Alors, à long terme, la valeur de l'entreprise a la tendance à pas bien autant performer qu'une compagnie qui n'a pas de warrants. Et deux, il y a l'effet de dilution. Alors, tu vends un titre pour 60$. Alors, j'ai montré les profits tantôt. Alors, si tu regardes les profits, tu as un effet de dilution. Au lieu d'avoir 6,90 par action, vu que tu partages tes profits avec les dirigeants, tu as 6,80 de profit par action. Alors, tu as une partie de tes profits qui vont ailleurs. Alors, j'essaie de penser à une compagnie qui a des warrants. J'en connais pas une par cœur. Qui pourrait possiblement... Peut-être que ce serait comme JP Morgan ou Goldman Sachs. Je vais checker Goldman Sachs. Alors, je veux dire, toutes les grosses banques, tous les dirigeants, ils ont... Je vais regarder s'il y a des warrants. Effet de dilution. Bon, un peu de dilution, pas grand-chose. JP Morgan, peut-être. Ouais, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais écoute, c'est plus aussi populaire que ça l'était. Citibank, tu avais un gars qui s'appelait Vikram Pandit durant la crise économique.
Je veux dire, Vikram Pandit, Richard Fuld chez Lehman Brothers, c'est considéré comme un des plus... Ah ouais, OK, voici Citibank. Tu as vraiment un effet de dilution. Les investisseurs détestent ça. Je veux dire, 72 cents, 7,20 par action, 6,70. Alors, tu as comme 10% des profits qui vont dans les poches des dirigeants. C'est tellement mal perçu par les investisseurs. Donc, la plupart des compagnies aujourd'hui, les warrants, c'est plus en vogue comme ça l'était dans les années 90. Mais il y avait trop d'abus et c'est pour ça. Donc, un call, c'est une option d'achat. Tu as le droit. Il y a quelqu'un, merci Sarabjit. Écoute, je vais te donner un point pour ça, Sarabjit. Il y a quelqu'un qui m'a donné la puce à l'oreille. Je vais regarder ça pendant la période d'exo. Mais je vais te donner un point pour ça, Sarabjit. Puis si c'est intéressant, je vais revenir la semaine prochaine et dire ça aux étudiants. Je vais regarder ça. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Alors, la différence entre un warrant et un call. Un call, ça te donne le droit d'acheter une action existante au prix d'exécution. Alors, le strike. Alors, moi, j'ai le droit d'acheter 1000 actions de Scotiabank à 60 $. Celui qui m'a vendu le call doit trouver 1000 actions et de me les vendre pour 60 $. Un warrant, par contre, s'il est exercé, c'est généralement la compagnie qui va émettre un warrant. Elle va tout simplement créer 1000 nouvelles actions à 60 $ qu'elle va vendre aux dirigeants. Il va y avoir un effet de dilution. Alors, si aujourd'hui, le prix de l'action est de 61,44, si tu as beaucoup d'actions qui vont être créées, peut-être que le prix de l'action va chuter de 4-5 cents. Alors, l'effet de dilution, généralement, ce n'est pas d'ampleur de cinquantaine de dollars. Alors, il va y avoir un effet de dilution. Et celui qui a acheté, le dirigeant qui a acheté 1000 actions à 60 $, peut-être qu'il peut même les vendre sur le marché, qui va pousser à la baisse le prix de l'action. Donc, un warrant, par contre, généralement, un warrant est une très longue durée. Alors, si tu regardes les options, pour les compagnies canadiennes, Yahoo Finance n'est pas si bon, mais si tu regardes une compagnie américaine comme Carnival Corp, tu as des options qui sont pour des données. Alors, tu as un titre option. Alors, si tu regardes, tu as des options qui sont en date jusqu'au 20 janvier 2023. Alors, dans 3 ans, dans 2 ans, 2 ans et des poussières. Alors, par contre, tu peux avoir des warrants qui ont des durées de 5-10 ans. Mais si tu regardes des options si tu regardes aujourd'hui, Carnival est à 16,82. Si tu regardes une option à 17,50 pour dans 2 ans, ça te coûte 6,30 par option. Par contre, à 17,50, si tu regardes juste le 15 janvier, c'est rendu à 2,4. Je veux dire, plus que l'option a une durée longue, plus qu'elle a de la valeur. Donc, plus que tu te rapproches de la date d'expiration, plus que la valeur, elle est certaine. Le cash flow va être certain à la toute fin. Donc, des warrants sont généralement émis. Alors, tu as embauché un nouveau CEO à ta compagnie, tu lui donnes 100 000 warrants qui vont avoir une échéance dans 5 ans. Alors, ça donne l'incitatif au CEO de pousser de la valeur de l'entreprise pour augmenter en haut de la valeur du strike pour rentrer dans son argent. Alors, c'est un incitatif à créer de la valeur, mais historiquement, c'est un incitatif à des abus. C'est détachable, tu peux vendre ton warrant. Alors, si tu possèdes des warrants, si tu as une action qui a des warrants qui sont attachés, alors normalement, on émet des warrants, mais si c'est attaché à une action, tu pourrais les vendre, bien sûr. Mais tous les scandales des années 90 avaient rapport avec des warrants. Enron, Tyco, Lucent, PG&E, toutes ces compagnies-là qui se sont écrasées, c'était dû à des warrants. Tu peux même attacher ça à une obligation ou une action privilégiée pour inciter la revente. Alors, supposons que tu as une action privilégiée qui est vendue pour 50 $, tu vas ajouter un warrant juste pour rendre ça encourageant de l'acheter. Ou si tu as emprunté de l'argent à 17 %, si tu ajoutes des warrants à l'obligation, peut-être que tu vas être capable d'emprunter à 6,50 %. Alors, c'est une façon de partager le risque, mais d'aussi partager le rendement. Alors, c'est une obligation avec un rendement réduit, mais la banque, peut-être qu'elle est prête à accepter un rendement un peu réduit, mais par contre, si ça fonctionne avec ta compagnie, la banque va être capable de vendre le warrant ou d'exercer le warrant, probablement elle va vendre le warrant, et en conséquence, elle aura un rendement supérieur.
Alors, c'est un partage de risque-rendement entre l'entreprise et le créditeur. Donc, on va regarder un exemple. Le prix d'une action est de 24 $. J'ai un warrant avec un prix de souscription de 20 $. Donc, j'achète une action avec un warrant attaché. Quelle est la valeur initiale du warrant? Donc, quelle est la valeur du warrant si le prix de l'action tombe à 16 $? Quelle est la valeur du warrant si le prix de l'action grimpe à 42? Et on va voir maintenant l'effet de levier. Alors, si tu regardes mes options sur Scotiabank, vendredi, elle valait 20 cents. Aujourd'hui, il vaut 2,50. Alors, c'est un remboursement de 1000 % en 3 jours. Par contre, l'action, elle a grimpé de 56 à 61. C'est juste une augmentation de 9 %. On appelle ça l'effet de levier et on va regarder ça avec cet exemple. Qu'est-ce qui arrive pour un warrant et pour le prix de l'action si le prix de l'action grimpe à 16 $ et le prix de l'action grimpe à 42 $? Alors, on va regarder ça pour une action quelconque. Donc, si le prix de l'action aujourd'hui est de 24 $ et tu as un warrant avec un prix de souscription de 20 $, une nouvelle action va être créée à 20 $. Donc, en théorie, aujourd'hui, alors, si tu as juste, pour chaque action existante, tu as un nouveau warrant, tu vas avoir un effet de dilution. Alors, le prix de l'action devrait chuter de 24 à 20. Mais si on a vu avec toutes les compagnies que j'ai été voir en ligne, tu as tellement peu de warrants aujourd'hui que le prix de l'action, si elle bouge, elle bougerait de quelques cents. Donc, en théorie, si tu as un warrant, le prix de l'action est de 24 $ et tu as le droit d'acheter une action à 20 $, le warrant aujourd'hui, il vaut 4 $. Mais tu as quand même un effet de dilution qui pourrait réduire. Maximum, il vaut 4 $. Donc, si le prix de l'action chute à 16 $, OK? Alors, supposons qu'aujourd'hui, on a une action qui vaut 24 $ et le prix de l'action chute à 16 $. On a perdu le tiers de notre valeur sur notre action. Par contre, le warrant, s'il valait 4 $ avant, bien, on ne va pas acheter une nouvelle action pour 20 $ si l'action vaut juste 16 $. Donc, le warrant va perdre toute sa valeur. L'action va perdre 33 %, le warrant va perdre 100 % de sa valeur. Donc, la valeur du warrant, c'est. On aurait tendance à penser, OK, on va acheter un titre pour 20 $, mais le prix de l'action est de 16 $. Non. Un warrant nous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter un sous-jacent à un prix prédéterminé. On a le droit d'acheter cette action à 20 $, mais pas l'obligation. Au marché, l'action vaut 16 $ aujourd'hui, donc on ne va pas exercer notre warrant. La valeur du warrant, elle est nulle. Le prix de l'action est allé de 24 à 16 $. Alors, la valeur de l'action, elle a perdu 8 $ ou le tiers de sa valeur. La valeur vaut 0, tout simplement parce que le warrant ne sera pas exercé. À un examen, je vais m'assurer de mettre ça entre parenthèses, je veux dire un bon, entre parenthèses, warrant, juste pour, écoute, je trouve ça tellement confondant en français. Alors, le prix de l'action est de 16 $. Je ne vais pas exercer le warrant pour acheter l'action à 20 $. Si je veux l'action, je vais tout simplement l'acheter pour 16 $. Si j'exerce le warrant, je dois acheter l'action pour 20 $. Je ne vais pas faire ça. Donc, le warrant n'a aucune valeur. Donc, si je l'ai acheté pour 4 $, aujourd'hui, il vaut 0, j'ai perdu 100 % de mon rendement. Alors, le rendement de l'action, il valait 24 $ avant. Pendant la période, il a fait 1 plus I, ou 1 plus le rendement, pour égaler 16 $. Alors, il a perdu 33 % de sa valeur, le tiers. Il valait 24, il a perdu 8 $, tu as perdu un tiers de ta valeur. Par contre, tu avais un warrant qui valait 4 $, aujourd'hui, il vaut 0. Alors, ton rendement, 4 $, 1 plus I est égal à 0. Ton rendement, c'est une perte de 100 %. On appelle ça l'effet de levier. Alors, pour des calls, cette session, j'ai de l'air d'un génie. OK? Quand j'ai acheté mes calls cette session, je pensais que c'était pour monter, ça a planté. Honnêtement, je pensais que j'ai de l'air d'un génie les 2 derniers jours. Mais vendredi passé, moi, je pensais que j'étais pour perdre de l'argent sur mes calls. Alors, je ne suis pas un génie, c'est juste que ça a bougé, c'est tellement volatile. Le prix de l'action a grimpé de 10 % en 2 jours. Mais le prix de l'option est allé de 20 sous à 2,20.
Voyons si, par contre, le prix de l'action ici, dans notre exemple, augmente. Alors, si le prix de l'action grimpe à 42 le prix de l'action est allé de 24 à 42 une augmentation de 18 sur 24 c'est 75 de rendement. Supposons que le warrant était bon pour un an. Le prix de l'action est allé de 24 à 42, c'est une augmentation, un rendement de 75 Par contre, j'ai le droit d'acheter le sous-jacent pour 20 Le warrant, je l'ai payé 4 au début. Aujourd'hui, j'ai le droit d'acheter pour 20 une action qui vaut 42 Et donc, j'ai acheté pour 4 quelque chose qui aujourd'hui vaut 22 Donc, j'ai fait 10 piastres de profit sur un investissement de 4 C'est un rendement de 450 C'est l'effet de levier. Donc, aujourd'hui, la valeur d'un warrant, s'il n'y a pas de dilution du prix, serait environ de 22 Donc, l'action, je l'ai payée 24 elle vaut 42 Aujourd'hui, après une période, j'ai fait 75 de rendement. Le bon, je l'ai payé 4 Après une période, il vaut 22 Donc, j'ai fait 18 piastres sur un investissement de 4 un rendement de 450 Donc, si je reviens, quand ça baisse, quand l'action baisse d'un peu, ça baisse de beaucoup pour l'option. Et quand ça augmente d'un peu pour l'action, ça augmente de beaucoup pour l'option. L'option, je devrais dire produit dérivé, le warrant. Je vais vous donner un exemple. Mon champion, c'était en 2016. Encore une fois, c'était sur Scotiabank. Alors, si je reviens à Scotiabank, en 2016. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prix du pétrole avait planté, puis Scotiabank avait beaucoup de prêts à des compagnies pétrolières dans l'Ouest. Alors, on paniquait pour Scotiabank. Tout le monde vendait, alors je vais regarder, tout le monde vendait les titres de Scotiabank. Donc, le prix de Scotiabank en janvier 2016 avait chuté à 56 J'ai acheté des options qui étaient bons pour un an. Pas 3 mois, un an. Alors, en 2017, le 15 janvier 20, 20 janvier 2017, j'ai acheté 5000 options à 80 sous. Je trouvais que c'était une valeur sûre. Je pensais que c'était une surréaction. Je pensais que le marché était pour rebondir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai acheté 5000 options pour 80 sous. Le prix de l'action était de 55. Le strike, le prix d'exécution était de 62. Alors, je vais essayer de trouver 2015, 2016. Alors, le prix de l'action était de 55 Alors, alors, je vais fermer ça. Alors, le prix de l'action en janvier avait chuté. Alors, c'était ça. Alors, le prix de l'action avait chuté juste en dessous de 55 pièces. Non, pas lui, c'était rendu ici. Ouais, OK, ici. Alors, vers le 7 février, j'ai trouvé le prix de l'action. Alors, si tu regardes les mois précédents, ça avait chuté de 72 à 55. J'ai acheté des options un an. Ça voudrait dire que j'ai le droit d'acheter le sous-jacent pour 62 quand l'action était à 55. Donc, en février 2016, j'avais mon cours financier, j'expliquais les options. J'avais dit que j'avais acheté 5000 options à 80 sous. La date, n'oubliez pas, tu as Trump qui a été élu entre-temps. Alors, si le prix de l'action est en haut de 62 la différence, c'est la valeur de l'option. Et Scotiabank avait posté des résultats incroyables au mois de mars et pendant le cours, pendant que j'étais en train de donner le cours sur les options, le prix de l'action est allé de 58 à 62 et chaque option que j'ai payée pour 80 cents valait dorénavant 2 quelques cours suivants, le prix de l'action, elle avait grimpé à 65 Donc, des options que j'ai payées 80 sous valait un peu plus que 3 comme 4 Alors, tu sais, j'avais l'air d'un génie, mais pendant tout l'été, ça continuait d'augmenter. Et finalement, quand ils ont expiré en janvier, le 20 janvier, le 20 janvier était à 78 J'ai le droit d'acheter 5000 actions à 62 et de les revendre immédiatement pour 78 Chaque option valait 15-16 J'ai payé 80 sous chacun. Et c'était mon grand chelem. Je n'ai jamais répété cet événement. C'était un bon événement en 2016. En ce moment, j'ai peut-être mon deuxième plus gros champion, qui est encore une fois Scotiabank.
Alors, quand Scotiabank avait planté encore une fois à 55, alors je me souviens de 2016, c'est pour ça que quand Scotiabank avait planté dans la dernière année, ça n'avait pas rebondi, il était à 55. Je me souviens qu'elle était à 55 en 2016. J'ai acheté 3000 options, mais ça continuait de baisser. À chaque fois que j'achetais des options, ça baissait. Puis finalement, vendredi passé, on était vraiment bas. Je pensais que mes 3000 options étaient pour perdre toute leur valeur. Mais aujourd'hui, écoute, c'est à 61,50, mais si demain le prix de Scotiabank replante à 59,90, toutes mes options vont être lavées. Bien sûr, ils expirent en janvier. Il y a tout le temps un potentiel à la hausse, mais je veux que le prix, en ce moment, je suis juste au point limite de faire des profits. Alors, j'ai 1000 options à 60 j'en ai 1000 à 62 et 1000 à 64. J'ai payé 3000 pièces environ pour toute la gang. Alors, il y a un effet de levier. Alors, supposons que l'action grimpe d'un autre 5 alors j'ai 3000 options, je veux dire, j'ai 15 000 pièces à être faites dessus. Alors, c'est l'effet de levier. Alors, si l'action augmente d'un autre 10 moi, mes options vont augmenter d'environ 1000 en valeur. Si par contre le prix de l'action chute de 10 moi, mes options vont perdre toute sa valeur intrinsèque. Alors, je vais faire une perte de 100 Alors, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à acheter des options en 2012, mes émotions fluctuaient, mais aujourd'hui, je suis complètement indifférent. Je regarde ça d'un point de vue comme un zombie et c'est peut-être comme ça que je transige un peu mieux. Alors, quand tu transiges avec de l'émotion, c'est là où tu peux perdre beaucoup d'argent. Alors, tu vois le prix de l'action qui commence à augmenter. Ouh, je veux rentrer, et tu embarques dans une action à son maximum. Ou si ça plante, tu vas paniquer, tu vas vendre et tu vas vendre à son minimum. Donc, généralement, gérer ses émotions, c'est là où c'est important dans l'investissement. Je vais regarder, avec cet exemple, un effet de dilution. J'ai une compagnie. La compagnie, elle est financée par 2 actions et chaque action vaut 5 000 $. Donc, la valeur de l'entreprise, c'est 10 000 $. Je n'ai aucune dette, aucune action privilégiée. C'est un cas très simpliste pour montrer l'effet de dilution. Alors, j'ai le choix entre émettre une option d'achat à 6 000 $ avec un strike de 6 000 $ ou d'émettre un warrant avec un strike de 6 000 $. Aujourd'hui, le prix de l'action est de 5 000 $. Après une période, le prix de l'action est à 7 000 $ et l'option est exercée, que ce soit une option d'achat ou un warrant. C'est un ou l'autre, mais pas les deux, juste pour comparer les deux. Quelle sera la valeur de l'action selon chaque scénario? Donc, je regarde pour un call. Actuellement, il y a 2 actions qui existent pour 5 000 $. Moi, j'ai acheté un call pour un certain prix avec un prix d'exécution de 6 000 $. Après une période, le prix de l'action est allé de 5 000 à 7 000. J'ai le droit d'acheter une des 2 actions pour 6 000 et la vendre immédiatement pour 7 000 Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va toujours rester 2 actions qui valent 7 000 Dans le cas du warrant, il y a maintenant 2 actions qui existent à 7 000 On va créer une nouvelle action au prix d'exécution de 6 000. Donc, on a 2 actions qui valent 7 000, 14 000, plus une troisième action qui vaut 6 000. En tout, les 3 actions valent 20 000. Donc, le prix de l'action va chuter de 7 000 à 6 667. Donc, si moi j'ai acheté une action à 6 000, je peux juste la vendre à 6 667. Donc, avec le corps, si l'option est exercée, une des 2 actions qui vaut 7 000 $ devront être vendues à celui qui a acheté le call pour 6 000 $. Net, il reste toujours 2 actions qui valent 7 000 $. Donc, il y avait 2 actions qui valaient 5 000. J'ai acheté un call qui me permet d'en acheter une pour 6 000 $. Si le prix de l'action demeure 5 000, le call va expirer sans valeur. Mais après une période, le prix de l'action est à 7 000. J'exerce mon call. Celui qui m'a vendu le call doit trouver une des actions et de me la vendre pour 6 000 $. Donc, il va aller sur le marché, acheter une action et me la vendre pour 6 000 $. Moi, je prends cette action, je la vends immédiatement pour 7 000. J'ai fait 1 000 $. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au lieu de trouver l'action, on va tout simplement régler les comptes. Alors, si l'option vaut 1 000 $, on va te payer 1 000 $. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas toujours le cas.
J'avais déjà acheté des options sur BTEX et tout d'un coup, j'avais 5000 actions de BTEX dans mon portefeuille. C'était un titre que je ne voulais pas. C'était juste des options à court terme parce que je pensais que le prix fluctuait. Mais tout d'un coup, je me retrouve avec 5000 actions de BTEX. Je les ai vendues immédiatement. Je pensais que c'était un règlement de compte. C'est la façon. Alors, on apprend en faisant. Alors, on apprend de nos erreurs. Je n'ai jamais répété cette erreur. Donc, mes options de Scotiabank qui vont expirer le 15 janvier, probablement que le 15 janvier à 3 heures de l'après-midi, je vais vendre mes options pour justement plus les avoir dans mon portefeuille pour ne pas avoir ce problème. Si bien sûr, ils ont de la valeur. S'ils n'ont pas de valeur, ils expirent sans valeur. Pour le warrant, alors, il y avait deux actions qui valaient 5 000. Moi, j'ai acheté un warrant ou j'ai reçu un warrant. Aujourd'hui, j'ai deux actions qui valent 7 000. Je vais exercer mon warrant. Mais les deux actions qui existent ne vont pas être transigées. La compagnie va créer une troisième action à 6 000 $. Donc, j'ai maintenant trois actions, deux qui valent 14 000, une troisième qui a été payée 6 000. Donc, 20 000 pour les trois actions. Le prix de l'action va s'ajuster. Donc, la compagnie est financée par deux actions à 7 000 $. La valeur marchande est de 14 000. Après, la compagnie va créer une nouvelle action pour la vendre au détenteur du warrant. Alors, mon warrant va être exercé. Tu vas me vendre une action pour 6 000 $ qui va être fraîchement créée par l'entreprise. Maintenant, j'ai trois actions qui valent 20 000 $ et donc le prix de l'action va s'ajuster à 6 667 $. Donc, vous pouvez voir que si tu es un actionnaire de cette compagnie puis tu sais qu'il y a des warrants qui ont été émises, toi, tu n'aimes pas ça. Tu avais un titre qui valait 5 000, il est monté jusqu'à 7 000, puis tout d'un coup, il chute de 333 $ à cause d'un effet de dilution. C'est pour ça que les investisseurs détestent ça. J'ai déjà eu des options sur Bombardier. Et il y avait un effet, il y avait des titres qui ont été vendus avec soit un rights issue ou des warrants, et le prix de l'action allait replanter. Mais mon option ne s'est pas ajustée en conséquence, alors j'étais furieux. J'avais 1000 options, c'était quand même 10 cents, c'était 100 $, mais j'étais furieux. Je ne le savais pas. Alors, j'ai appris de mon erreur. Donc, on va regarder un exemple avec des warrants. Alors, j'ai des obligations. La valeur nominale d'une obligation est de 1 000 $ sans warrant et le prix de vente est de 1 000 $. Donc, le taux de coupon est de 10 ça voudrait dire, et une échéance de 10 ans. Donc, la valeur présente, le prix de cette obligation, c'est de 1 000 $. Je vais recevoir 10 coupons de 10 de la valeur nominale, 10 coupons de 100 $. Et dans 10 ans, on va me remettre 1 000 $. Donc, si le prix de vente est égal à la valeur nominale, le taux de coupon est égal au taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt du marché, je vois maintenant que le taux d'intérêt du marché est de 10 Je peux utiliser ce 10 pour faire mes calculs. Je regarde une obligation qui a une valeur nominale de 1 000 $ qui est émise avec des warrants. Alors, le prix de vente est toujours de 1 000 $ mais le coupon est de 8 Donc, si moi j'ai emprunté 1 000 $ de la banque, je vais payer 80 $ et non 100 $ par période. Et à la toute fin, je vais remettre 1 000 $. Donc, mon coupon périodique est réduit pour la compagnie. Par contre, j'ai attaché 10 warrants à cette obligation avec un prix d'exercice de 30 $ de l'action. Donc, que serait le prix de cette obligation s'il n'y avait aucun warrant attaché? Alors, tu vois que le prix, c'est le même. Ça, c'est une pure coïncidence, mais le coupon, elle a baissé. Que serait, et la raison pourquoi le prix est même par coïncidence, c'est parce qu'on a des warrants qui est attaché. S'il n'y avait pas de warrant qui serait attaché, le prix de cette obligation serait inférieur à 1 000 $ parce qu'on paye juste du 8 et non du 10 Cette obligation paye 100 $ par période, cette obligation paye juste 80 par période. Que devrait être le prix d'une obligation, on appelle ça naked, une obligation nue, sans warrant, avec une valeur nominale de 1 000 $, un coupon de 80 $ et une échéance de 10. Alors, on sait que le taux d'intérêt est de 10 on va calculer le prix de cette obligation sans les warrants. Supposons que ce prix, c'est 900 $. Une obligation sans warrant vaut 900. La même obligation avec 10 warrants vaut 1000.
Donc, le 100 de différence, c'est la valeur des 10 warrants. Maintenant, on doit faire le calcul. On va faire le calcul réel. Et quand on connaît la juste valeur, la différence entre 1000 $ et la juste valeur, c'est la valeur des 10 warrants qui sont attachés. Donc, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle des coupons plus la valeur actuelle de la valeur nominale. Donc, le prix d'une obligation, c'est égal à la valeur actuelle des N coupons, les 10 coupons de 100 plus 1000 $ remis dans 10 ans, escompté avec 10 années d'intérêt. On utilise une obligation normale pour calculer le taux d'intérêt. Donc, vu que le prix est de 1000 $, on sait que le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Mais si vous ne me croyez pas, sortez votre calculatrice. Present value est égal à 1000 ou moins 1000. Payment est égal à 100. Future value est égal à 1000. N est égal à 10. I est égal à compute I et ça va vous donner 10 %. Donc, alors, 1000 $, c'est égal à la valeur escomptée de 10 paiements de 100 $ au rendement, plus 1000 $ escompté dans 10 ans au taux de rendement. Et si vous calculez ça, le rendement est égal à 10 %. Alors, le taux de rendement est égal au taux de coupon. Généralement, on émet des obligations à un prix de 1000 $. Donc, le taux de rendement au temps zéro, on le connaît. Mais par contre, le prix de l'action fluctue avec le marché entre aujourd'hui et chaque paiement et la date finale, l'échéance à la toute fin. Alors, entre le temps 0 et le temps 10, le taux d'intérêt du marché va fluctuer. Aujourd'hui, on sait que le taux d'intérêt est de 10 %. On va utiliser ce 10 % pour regarder la deuxième obligation. Alors, le rendement est de 10 %. Si on regarde l'obligation qui a 10 warrants attachés, on va commencer par calculer le naked price de l'obligation, le prix de l'obligation qui est nu. Alors, l'obligation sans aucun warrant, que devrait être la juste valeur de cette obligation? Une obligation sans warrant avec un coupon de 8 %. Alors, le prix, c'est égal à la valeur actuelle des 10 coupons de 80 $ plus la valeur escomptée de 1000 $ pendant 10 ans et le tout escompté aux 10 % qu'on vient tout juste de calculer. Donc, le prix de cette obligation, c'est la valeur actuelle des 10 coupons de 80 $ plus 1000 $ remis dans 10 ans, le tout escompté est du 10 %. Donc, si j'avais l'obligation sans les warrants qui payait un coupon de 80 $, ça me coûterait, le prix devrait être de 870,11 $. Alors, payment, future value, I est égal à 10 %, N est égal à 10. Compute present value, ça va vous donner 877 ou moins 877, dépendant de la calculatrice. Ça, c'est la valeur nue, naked price, de l'obligation. Cette même obligation, avec 10 warrants attachés, vaut 1000 $. Donc, si j'ai une auto qui vaut 877, ou la même auto avec de la clim qui est vendue pour 1000 $, quelle est la valeur de la clim? C'est 1000 moins 877. Donc, la valeur des 10 warrants, c'est 122,89 $. Alors, une obligation qui est vendue pour 1000 $, la même obligation sans les warrants vaut 877. Donc, la valeur des 10 warrants est égale à 122,89 $, la différence entre les prix. Et donc, chaque warrant vaut 12,29 $. Maintenant, je ne connais pas le prix de l'action aujourd'hui, mais si le prix de l'action augmente en haut de 30 $, chaque warrant va prendre beaucoup de valeur. Supposons que le prix de l'action aujourd'hui est de 40 $, alors la valeur du warrant est de 10, elle est vendue pour 12,29 $. Mais si le prix de l'action va de 40 et chute en dessous de 30 $, le warrant va expirer sans aucune valeur. Si par contre le prix de l'action va de 40 à 60, ton prix d'exécution, c'est 30, le prix de l'action est de 60, alors tu l'as payé 12,29 ton warrant, mais il vaudra 30 $. Donc, si le prix de l'action augmente de 100 %, ton warrant augmente de quasiment 250 %. On appelle ça l'effet de levier. Alors, quand ça fait de l'argent, une option ou un produit dérivé, ça fait beaucoup d'argent, un call ou un warrant. Mais quand ça perd de l'argent, ça perd toute sa valeur immédiatement. Donc, encore une fois, pour revenir à Scotiabank, alors si Scotiabank chute en dessous de 60 demain, ce qui est possible, écoute, c'est très volatile en ce moment, si le prix de l'action chute en dessous de 60 $ demain, toute la valeur de toutes mes options
vont tomber en dessous de zéro. Alors, si le 15 janvier, le prix de Scotiabank est de 59,99, mon 3 000 $ qui est investi en option va expirer sans aucune valeur. Alors, ça, c'est les warrants. Alors, qu'est-ce qui affecte le warrant? Alors, tu as le prix du sous-jacent. Alors, si le prix de l'action augmente, ton warrant, il prend de la valeur. Ton prix d'exercice. Alors, ton prix d'exercice, c'est le strike. Dans le cas de Scotiabank, c'est 62. Mais aujourd'hui, si je regardais le prix de mes options, j'en ai à 60, 62 et 64. Mes options avec un prix d'exécution de 60, aujourd'hui, ils valent 1,43, mais sont vendus pour 2 $. Pourquoi? Ils vont continuer, on s'attend à ce qu'ils continuent d'augmenter. Mes options avec un prix d'exécution de 62 $, eux, ils n'ont pas de valeur aujourd'hui. Par contre, ils se transigent pour 1,10 $. Parce qu'il y a quand même un potentiel, un fort potentiel que le prix de l'action continue de grimper. Ceux qui sont à 64 $ ont moins de chances de se retrouver in the money à échéance. Donc, au lieu de ceux à 62, ils se transigent à 1,10 $, mais ceux à 64 se transigent actuellement pour environ 50 sous. Donc, ils coûtent moins cher parce que la probabilité de faire de l'argent avec ces options, elle est moindre. Il faut que le prix de l'action grimpe encore davantage. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont un strike de 60 valent 2,50. Ceux qui ont un strike de 62 valent 1,10. Et ceux qui ont un strike de 64, ils valent 50 sous. Même une impossibilité. Si tu regardes dans l'histoire de Scotiabank, elle n'a jamais été plus que 83 $. Il se peut qu'il existe des options avec un prix d'exécution de 84 $. Ça se peut que ça existe, mais ils ne vont pas coûter cher, probablement qu'ils vont juste valoir 5 sous. Mais je veux dire, imagine que le prix de Scotiabank, tu achètes cette option pour 5 sous, tu en achètes 1000, 50 $. Et le prix de Scotiabank monte à 85 $. Chaque option va valoir 1 $, tu les as payé 5 sous. Alors, l'effet de levier, il serait fort avec celui-là, mais les chances de faire de l'argent avec celui-là sont vraiment petites. C'est pour ça que le prix est réduit. Alors, un call et un warrant très similaire. L'échéance. Plus que la durée elle est longue, plus que tu as des chances que le prix de l'action augmente, donc plus que le prix du warrant ou du call est plus élevé. Plus qu'un titre est volatile. Alors, en ce moment, je vous ai parlé de mes options en 2016. Il n'y avait pas beaucoup de volatilité. C'est pour ça que j'ai acheté des options d'une durée de 1 an pour 80 sous. Mais en ce moment, il y a tellement de volatilité à cause de COVID. J'ai acheté des options 3 mois ou 4 mois pour 81 $ pour le même prix, mais c'est juste des options 3 mois. Ça coûte beaucoup plus cher. Des options 1 an aujourd'hui, ça vaudrait, tu as plus de chances de faire de l'argent, mais ça te coûterait tellement d'argent. Alors, 80 % du temps, le monde qui achète des calls perd de l'argent. Le monde qui achète des options, 80 % du temps, ils perdent de l'argent, mais le 20 % du temps, qui font de l'argent, généralement, tu fais beaucoup d'argent. Écoutez, 5 000 options en 2016 pour 80 sous, c'est 4 000 $. Il valait 75 000 $ après 1 an. Vous pouvez comprendre pourquoi en 2017, j'ai pris une année sabbatique. Je suis devenu instructeur de plongée et j'habitais en Thaïlande pendant 1 an. OK, alors, un dividende. Une option ne traite pas un dividende ou tout effet de dilution. Une option va traiter un split, oui, mais pas un dividende. Donc, si on regarde Scotiabank, il y a un dividende qui va être versé. J'ai un dividende de 90 sous qui est versé à chaque 3 mois. Alors, un dividende de 3,60 par année versé à chaque 4 fois par année. 90 sous, le prochain dividende va être versé, alors le 5 octobre, ça va être le 5 janvier. Alors, avant l'échéance de l'option, 10 jours avant l'échéance, un dividende de 90 cents va être versé. On va voir les dividendes au prochain cours, mais le prix de l'action après le versement d'un dividende va chuter d'environ 90 cents. On va voir la valeur exacte au prochain cours. Donc, quand le prix de l'action chute de 90 cents, généralement, l'option, elle a été vendue, on s'attendait à un dividende, donc l'option ne va pas être ajustée en conséquence. Mais on avait vu que Apple et Microsoft ont fait des splits. Si j'ai 1000 options de Scotiabank à 60 $ et Scotiabank fait un split du 2 pour 1, ça veut dire qu'une action à 61 vaut 2 actions à 30 et 75 demain. Mes 1000 options à 60 $ vaudraient 2000 options à 30 $ demain.
Alors, l'option tient compte des splits, mais ne tient pas compte des dividendes. Dans le cas de Bombardier, quand j'avais des options, puis il y avait un effet de dilution avec des warrants qui ont été échus. Il y avait un effet de dilution, mais ce n'était pas un warrant qui était... c'était un warrant, moi je ne le savais pas, qu'il y avait un warrant derrière ça. Le prix de l'action avait chuté de 4,50 à 4,20. J'étais furieux. Et en conséquence, moi, mon option, elle valait pas mal moins cher parce que ce 30 cents faisait une grosse différence pour l'option. Alors, moi, j'étais furieux, mais on apprend de nos erreurs. Donc, s'il y a des dividendes, l'option n'est. Il n'y a rien qui change dans l'option, mais s'il y a des splits, l'option va changer. Et en théorie, le taux d'intérêt du marché, plus que tu as de l'intérêt, ça devrait affecter les options, mais honnêtement, depuis 25 ans, les taux d'intérêt n'ont pas bougé. Donc, les options sont vraiment plus affectées par le taux d'intérêt. OK, alors ça, c'est la deuxième chose qu'on voit aujourd'hui, c'est les warrants. Et maintenant, le troisième type convertible qu'on va voir aujourd'hui, c'est des obligations convertibles. Donc, une obligation convertible, c'est de la dette. Alors, on a vu des obligations, on vient juste de voir un exemple d'obligation. Alors, normalement, une obligation, tu payes un prix pour une obligation, tu reçois des coupons et à la toute fin, tu vas recevoir la valeur nominale. Ah, il y a une bonne question ici par Kevin. Est-ce que les options sont échangeables seulement à échéance? Ça dépend de l'option. Tu as trois types d'options. Écoute, ça ne fait pas rapport au cours. Tu as des options européennes, américaines et asiatiques et tu peux acheter des options asiatiques aux États-Unis, tu peux acheter des options américaines en Asie. C'est juste comment on appelle les titres. Une option européenne, ça veut juste dire que ce titre, tu peux juste exercer l'option à la toute fin. Une option américaine, ça veut dire que tu peux exercer l'option en tout temps. Une option asiatique, ça veut dire que le prix d'exécution dépend du prix moyen durant la durée de l'action. Maintenant, mes options de Scotiabank, c'est des options américaines qui ont été achetées au Canada. OK? Alors, des options américaines. Par contre, tu ne devrais jamais exercer une option. Pourquoi? Si j'exerce mes 1000 options de Scotiabank, je vais faire 1,43. Par contre, je peux vendre l'option aujourd'hui pour 2,20. Parce que tu as une composante valeur temporelle, tu sais, la possibilité que l'action continue de grimper. Donc, si l'option se transige pour moins que 1,43, il y aurait quelqu'un qui l'aurait acheté, l'aurait exercé et aurait fait un profit d'arbitrage immédiat. Alors, ça n'existe pas. Alors, la valeur de l'option aujourd'hui est de 1,43, mais si je la vends, je vais recevoir 2 $ et quelque chose. Pourquoi? Pour les 2 mois et demi qui suivent, il y a tout un potentiel que Scotiabank grimpe. Ça pourrait baisser, mais ça pourrait grimper. Et ça, c'est reflété dans le prix. Tandis que la valeur, c'est tout simplement le prix d'exécution moins le prix du marché. Donc, on n'exerce jamais des options, on les vend. Et à la toute fin, la valeur temporelle va évaporer à travers le temps. La juste valeur va devenir le prix de l'option à 4 heures le 15 janvier 2021. Donc, une obligation convertible. Si le taux d'intérêt est de 8 je vais payer un coupon, je vais vendre une obligation pour 1000 $ et je vais payer 80 $ par période et à la toute fin, je vais remettre 1000 $. Mais je vais dire à la banque, écoute, j'ai un bon projet, si ça fonctionne, je vais te donner l'option de prendre le 1000 $ d'obligation et de le convertir en 50 actions. Alors, si le prix de l'action est en haut de 20 $, ça vaudrait la peine pour toi. Actuellement, le prix de l'action est à 5 $. Donc, au lieu de payer du 8 tu vas me charger du 6 %. Alors, la banque, elle reçoit moins de revenus. Par contre, si ça fonctionne pour la compagnie, la banque, je dis la banque, l'obligataire va être capable de participer aux bénéfices. Alors, les obligations convertibles, ça donne un incitatif à réduire les coûts d'intérêt. Par contre, si la compagnie est profitable, les profits vont être partagés sur plus de personnes. Il y a un effet de dilution parce que l'obligation va être convertie en actions et donc plus d'actions. Tous les bénéfices vont être répartis sur une plus grosse population de titres. Et donc, il y a un effet de dilution qui va être là. Alors, si le prix de l'action est élevé, il y a un incitatif à convertir la dette en actions. Et si le prix de l'action reste bas, la banque va tout simplement garder ça en obligation. Maintenant, supposons que je te dis que je vais te charger juste du 6
Mais d'ici 5 ans, tu peux convertir l'obligation en 50 actions. Et supposons qu'aujourd'hui, le prix de l'action est de 24 piastres. Je ne vais pas convertir aujourd'hui l'obligation. Je vais quand même la garder. Parce que si le prix de l'action continue de grimper, j'ai un autre 5 ans avant que je dois te convertir. Et si le prix de l'action il baisse, j'ai quand même l'obligation. Si j'ai converti l'obligation, j'ai juste des actions, j'ai plus tous les bénéfices. Alors, je ne vais jamais convertir l'obligation. Encore une fois, c'est comme l'option, je vais avoir tendance à vendre l'obligation au lieu de la convertir. Par contre, il y a un traitement dans nos états financiers. S'il y aurait une option de conversion aujourd'hui, tu as émis de la dette pour 1000 pièces, tu as 1000 pièces de dette, le prix de l'action est à 19 pièces. Tu vas traiter ce 1000 pièces comme de la dette. Demain, le prix de l'action est augmenté à 21 $. Ce 1000 pièces pourrait être converti en 50 actions à 21 $. Donc, sur tes états financiers, tu vas tenir compte comme si c'était 50 actions à 21 $, malgré le fait que tu n'as pas converti l'obligation. Ça va être traité comme des fonds propres parce qu'en ce moment, c'est plus probable que ça va être converti. Mais dès que ce n'est pas officiellement converti, on va quand même garder ça comme état financier, sur nos états financiers. Alors, imaginez que tu avais fait ça avec Microsoft. Microsoft a fait son IPO, puis tu avais le droit de convertir ton obligation en 50 actions. Et le prix de Microsoft dans les années 90, écoute, c'est allé de 20 $ à 500 $ à l'intérieur de 5 ans. Alors, tu as le droit de convertir ton obligation qui vaut 1000 pièces entre guillemets, je vais revenir à ça dans une seconde, en 50 actions qui valent 500 $. Donc, 50 actions qui valent 25 000 pièces en tout. Donc, ton obligation, tu vas mettre ça dans tes états financiers comme des actions à 25 000 pièces et non de la dette à 1000 $. Si tu vends cette obligation, c'est certain que tu ne la vends pas pour 1000 pièces. Elle vaut 25 000 pièces malgré que la composante intérêt, sur le 25 000 pièces, la composante intérêt et valeur nominale est peut-être de 900 000 pièces, 900 à 1000 pièces. Donc, dès que tu convertis l'obligation en N actions, l'obligation cesse d'exister. Alors, si le prix de l'action est élevé, on a l'incitatif de le convertir. S'il n'est pas élevé, on ne convertit pas. Même si le prix est élevé, on ne va pas convertir immédiatement parce que si on a l'intention de convertir en actions et de vendre nos actions immédiatement, on aurait tendance à vendre l'obligation. Même chose comme le call, on va vendre l'obligation au lieu de la convertir. Pourquoi? L'option de convertibilité, elle a de la valeur si on ne la convertit pas tout de suite. Alors, le ratio de conversion, c'est tout simplement le nombre d'actions qu'on peut créer. Alors, si je te dis que tu peux convertir ça en 50 actions, ton ratio de conversion, c'est 50. Alors, normalement, à un examen, je vais vous dire, tu peux convertir ça en 50 actions. Si par contre, tu peux convertir ça en 50 actions, à quel prix c'est la valeur optimale? Mais la valeur nominale de la dette, c'est 1000 pièces. Tu as 1000 pièces à remettre à la toute fin. Si tu convertis ça en 50 actions, si le prix de l'action est en haut de 20 pièces, ça vaut plus la peine de convertir. Tu ne vas pas convertir, mais ça vaudrait plus la peine de convertir que garder ça en dette. Alors, en haut de 20 pièces, ton obligation vaut plus en actions qu'en dette. Donc, ça va être traité comme des actions, comme des fonds propres, au lieu d'être traité comme de la dette. Alors, regardons, une obligation qui est convertible émise pour 1000 pièces. On peut convertir l'obligation en 50 actions ordinaires. Donc, le prix optimal serait de 20 $. J'ai une obligation qui vaut 1000 pièces. Je peux convertir ça en 50 actions. Donc, le prix optimal est de 20 $. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir quelle est la valeur de cette clause de convertibilité? On va regarder encore une fois une obligation nue, naked bond. Alors, une obligation qui n'aurait aucune clause de convertibilité. Donc, tu prends le taux d'intérêt du marché, tu calcules la valeur de cette obligation. Par la suite, cette obligation nue, tu compares ce prix avec la même obligation qui a une clause de convertibilité. Et la différence entre les deux, c'est la valeur de la clause de convertibilité. Donc, j'ai une obligation qui est non convertible 10 ans avec un coupon de 12 %, une valeur nominale de 1000 pièces et ça vaut 1000 pièces. Donc, le taux de coupon est égal au taux la valeur nominale. La valeur nominale est égale au prix. Donc, le taux de coupon est égal au taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt est de 12 %. On utilise lui tout simplement pour calculer c'est quoi le taux d'intérêt.
Je vous dis qu'une obligation 10 ans convertible en 40 actions avec un coupon de 10 coûte 925. Quelle est la valeur de l'option de conversion? Et si le prix de l'action augmente à 25, qu'est-ce que je fais? Si l'action chute à 20, si le prix de l'action est à 20 $, qu'est-ce que je fais? Donc, je sais que le taux d'intérêt est de 12 %. Je vais calculer la valeur de cette obligation si elle était non convertible. Donc, 10 ans, des coupons de 100 $, un prix de 925, une valeur nominale de 1000 $. Que serait le prix s'il était non convertible? Alors, le prix va être inférieur à 925. Et je vais prendre 925 moins ce prix, et ça, c'est la valeur de la prime de convertibilité. Donc, une obligation non convertible avec un coupon de 12 % vaut 1000 $. Donc, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon, 12 %. Il se peut qu'à un examen, je vous dis que l'obligation vaut un prix autre que 1000 $. Dans ce cas-là, vous devez calculer le taux d'intérêt. Mais si le prix est égal à la valeur nominale, ça veut dire que le taux d'intérêt est égal au taux de coupon de 12 %. Donc, 1000 $, c'est égal à 10 coupons de 120 $ escomptés à R, plus une valeur nominale escomptée pendant 10 périodes à R. Donc, R est égal à 12 %. Et si le 1000 $ est différent si le prix est différent de 1000 $, on doit absolument calculer avec la calculatrice le taux d'intérêt. Ça nous donne le taux d'intérêt du marché. Alors, c'est sorti du livre de Fawzi qui a été écrit dans les années 80. Aujourd'hui, un taux d'intérêt de 12 %, tu ne vas pas trouver ça au Canada. Donc, le rendement du marché de la dette est de 12 %. Donc, le coût de la dette, c'est 12 %. On va regarder une obligation avec un coupon de 10 % si elle est non convertible. Que serait le prix de cette obligation? Si l'obligation est non convertible, j'ai 10 coupons de 100 $ qui vont être escomptés à du 12 % plus 1000 $ qui est remboursé à la toute fin, qui est escompté à 12 % pendant 10 périodes. Le prix de cette obligation, Naked Bond, vaudrait 887 $. On dit que le prix de l'obligation est de 923 $. Alors, un auto vaut 887, la même auto avec l'air climatisé vaut 923. Quelle est la valeur de la clim? C'est la 923 entre 925 moins 887. Donc, la prime de conversion, elle est 38,70. Maintenant, on avait dit qu'on était capable de convertir ça en 40 actions. Alors, aujourd'hui, l'obligation vaut 925 $. Si le prix de l'action sous-jacent vaut 25 $, j'ai le droit, mais pas l'obligation, de convertir mon obligation en 40 actions qui valent 25 $. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix de l'action doit être en dessous de 25 $ parce que sinon, mon obligation ne se transigerait pas pour 925. Si je suis capable de la convertir en 40 actions qui valent 25 $, par défaut, mon obligation vaut le maximum entre les deux. Elle vaut par défaut 1000 $. Donc, si le prix de l'action est de 25 $, je peux convertir l'obligation en 40 actions. Donc, la valeur de l'action, la valeur de cette obligation qui est convertible vaudrait au moins 1000 $. Au moins. Alors, si je ne convertis pas, la valeur de l'obligation doit être... alors, avant, au début de la période, elle valait 925, mais le prix de l'action a clairement grimpé. Alors, si je ne convertis pas, l'obligation vaut quand même 1000 $. Pourquoi? Imaginez qu'il y a une obligation qui se transige actuellement pour 925 $. Moi, je vais l'acheter, je vais la convertir en 40 actions, je vais vendre des 40 actions pour 25 $ immédiatement pour 1000 $ et je vais faire immédiatement un prix d'arbitrage de 75 $. Si j'étais capable de faire ça, si c'était possible de faire ça, il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi qui l'auraient perçu, qui l'auraient exploité et qui auraient exploité la stratégie. Ils seraient en train d'acheter toutes les obligations qui seraient à un prix inférieur de 1000 $ pour les convertir immédiatement. Donc, le prix de l'obligation, par nécessité, va bouger à la hausse. Si on achète toutes les obligations et on les convertit, le prix de l'obligation va augmenter et éventuellement va valoir au moins 1000 $. Donc, ça voudrait dire que la prime de conversion ne serait plus de
la prime de conversion ne serait plus de 387,70, elle serait de 113 $. Alors, la prime de conversion, elle augmente en valeur. La valeur de l'obligation nue, c'est 887. Tout le reste, c'est la valeur de la prime de conversion. Si le prix de l'action augmente, la prime de conversion, la valeur, elle va augmenter elle aussi. Donc, ça vaut la peine de convertir. Je devrais mettre ça en guillemets parce qu'on ne va pas convertir l'obligation. Si on voudrait les actions, on aurait tendance à vendre l'obligation. Le prix de vente serait d'au moins 1 000 $. Ici, on va dire exactement 1 000 $. Et la valeur de la prime de conversion va passer de 38 à 113 $. Si par contre, le prix de l'action est de 20 $, si le prix de l'action est de 20 $, alors je ne veux pas convertir une obligation qui vaut 925 pour 40 actions à 20 $, la valeur serait de 800 $. Je ne vais pas détruire de la valeur. J'ai le droit, mais pas l'obligation de convertir cette obligation. Donc, si le prix de l'action est de 20 $, ça ne vaut vraiment pas la peine de convertir. Alors, si le prix a chuté à 20 $, avant la prime de conversion était à 38, elle va avoir tendance à baisser, mais la prime de conversion ne va jamais chuter à zéro. Même si le prix de l'action chute à 1 $, la prime de conversion, elle ne peut pas tomber en dessous de zéro. Elle va tout le temps avoir une valeur. Un peu comme un call sur Scotiabank à 85, c'est très peu probable qu'on va faire de l'argent, mais si le prix de l'action est de 1 $, la prime de conversion ne va pas être nulle. Il y a tout le temps une possibilité que cette action qui vaut 1 $ vale plus dans le futur. Donc, si je ne convertis pas cette obligation, la valeur de l'obligation est de 925,70. Ici, c'est sous-entendu que le prix de l'action n'a pas baissé. Si le prix de l'action était actuellement de 20 $, avant et après, la valeur de l'obligation est de 925. Donc, on ne va pas détruire 125 $ pour créer des actions. Donc, la valeur de l'obligation, c'est égal au maximum des deux. On ne veut pas convertir et donc, on va traiter ça comme de la dette. Ici, le 1 000 $, même si on ne convertit pas, on va traiter l'obligation comme si c'est des fonds propres. Pourquoi? À échéance, il y a beaucoup de chances que cette obligation soit convertie. Actuellement, il y a pas de chance, il y a moins de chances que cette obligation soit convertie, il y a plus de chances que ça reste de la dette. Donc, on ne va pas convertir si la valeur elle est inférieure à la valeur de l'obligation. Donc, la valeur nue de l'obligation, c'est 887. Si le prix de l'action chute de 20 $ à 15, la valeur nue de l'obligation, elle est de 887. L'obligation ne peut pas valoir moins que 887. Par contre, vu que le prix de l'action, elle a chuté de 20 à 15, le 38 $ d'option de convertibilité, elle va baisser. Peut-être de 38 à 15. Je ne peux pas vous dire, il n'y a aucune formule pour ça, mais je peux vous dire qu'elle va baisser. Donc, le prix de l'obligation va être au moins de 887, mais le prix de revente serait moins que 925 si le prix de l'action chute. Pourquoi? On a perdu de la valeur. Un peu comme un call quand le prix de l'action a baissé. J'avais des calls que j'ai achetés pour 1 piastre qui valaient 20 cents. Mais ça rebondit en fin de semaine, alors le 20 cents vaut maintenant 2 $. Donc, l'effet de dilution. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger contre de la dilution? Alors, si on a des titres convertibles, alors imaginez Bombardier, j'avais des options, ce n'était pas des warrants, mais imaginez que c'est des warrants. Alors, un warrant va causer de la dilution. Si moi, je fais un split aujourd'hui, les options ne tiennent pas compte des splits. Les options tiennent compte des splits et ne tiennent pas compte des dividendes. Donc, si Scotiabank verse son dividende de 90 cents, ça va affecter le prix de l'action qui va affecter le prix du call. Donc, le prix de l'action va chuter après le versement du dividende. Et en théorie, mon option devrait baisser. Par contre, si j'ai des splits, tu ne perds aucune valeur si tu détiens des produits dérivés, des options, des calls, des puts, des warrants. Nous, on va juste utiliser des warrants, des rights issue, puis des droits, des bons et des titres convertibles. Alors, si une action vaut 20 $ aujourd'hui, deux actions vaut 10 $ demain, alors généralement, les produits dérivés vont tenir compte des splits, mais ils ne vont pas tenir compte des dividendes. Quand on a fait le prix de ces produits financiers, on connaissait plus ou moins le dividende, il est tenu compte dans le prix de vente.
Donc, un autre exemple. Une obligation convertible de 13 ans avec un coupon de 8 et une valeur nominale de 1000 $ coûte 857. Une obligation convertible 8 ans avec un coupon de 9,5 coûte 1015,89. Quelle est la prime de conversion? On va prendre lui pour calculer le taux d'intérêt du marché. Par la suite, on va prendre ce taux d'intérêt pour calculer quel est le prix de cette obligation si elle est non convertible. Et par la suite, on va prendre ce prix puis on va le soustraire à 1015 et ça va nous donner la valeur de la prime de conversion. Donc, une obligation non convertible avec un coupon de 8 vaut 857,93. 857,93, c'est égal à la valeur actuelle de 13 paiements périodiques de 80 $ au taux R, plus 1000 $ remboursés dans 13 périodes au taux R. Donc, le taux périodique, c'est 10 périodique assumé 1 an. Alors, le rendement du marché est de 10 Le taux d'intérêt du marché est de 10 Tous les calculs vont se faire avec du 10 On va maintenant regarder cette obligation si elle n'avait pas l'option de convertibilité, naked price. Une obligation non convertible avec un coupon de 9,5. On va calculer le prix des 8 coupons de 95 $ plus la valeur actuelle de 1000 $ escomptée, le tout à 10 Donc, le prix de cette obligation, c'est égal à la valeur actuelle des 8 coupons de 95 $, escompté à du 10 plus 1000 $ remboursés dans 8 ans, escompté à du 10 Donc, le prix de cette obligation serait de 973,33. Maintenant, la prime de convertibilité, l'option, ne peut pas valoir moins que 0. Et on a vu que le prix de l'obligation, elle est de 1015. Alors, une obligation avec une prime de conversion, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai le café qui veut ressortir. Alors, une obligation qui est convertible vaut 1015, mais cette même obligation, si elle était non convertible, vaudrait 973. Donc, la prime de conversion, elle vaut 42,56. Donc, si le prix de l'action augmente, le prix de l'obligation vaudrait plus que 1015. Si le prix de l'action baisse, le prix de l'obligation vaudrait 1015, mais l'obligation nue vaut 973. Quoi qu'il arrive, si le prix de l'action chute à 1 cent, l'obligation va valoir 973,33 plus la prime de conversion qui serait très basse, peut-être quelques cents. Et si le prix de l'action explose, mais la prime de conversion, elle va augmenter aussi. Donc, supposons qu'on est capable de convertir ça en 50 actions qui valent 200 $ chacun. Ça voudrait dire que l'obligation, si on la convertissait, elle vaudrait 10 000. Donc, la prime de conversion, ce serait 9 027 $. Donc, la partie nue de l'obligation demeure inchangée, la partie obligation. Le 1015,89, c'est le prix du marché de cette obligation. Alors, 1015, alors sur le marché, il y a une obligation qui se transige pour 1015. Alors, la valeur de l'obligation pure, 973. L'option de convertibilité vaut actuellement 42,56. Donc, si le prix de l'action augmente, la valeur pure demeurera 973. Alors, si le prix de l'action augmente de 10 $ demain, la valeur pure de l'obligation, c'est 973, mais la valeur de la prime serait plus que 42,56. Si le prix de l'action chute demain, la valeur pure de l'obligation, 973, mais la prime de conversion serait moins que 42,56.